Bonsoir les tutéreux. Aujourd'hui nous allons parler d'histoire avec Juju. Franchement, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas d'histoire avec un grand H plus riche, plus surprenante et surtout plus stylée que celle de la France. Donc là on est d'accord, hein. Juju, il nous dit bien qu'il veut parler d'histoire. Hein, on est d'accord, c'est bien le mot qu'il a employé, histoire avec un grand H. Et donc si je cherche sur internet ce qu'est l'histoire avec un grand H, je tombe sur l'histoire en tant que discipline scientifique, d'accord? C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui a utilisé ce mot-là, c'est lui qui a insisté sur le fait que histoire allait être avec un grand H. Hein, je n'invente rien. Donc là, je fais ce petit aparté, d'accord? Ce petite prémisse, on fait des petites recherches en amont, tout simplement pour les petits fans hystériques de Juju et de sa copine 10 sur 10. C'est un peu le seul argument que j'ai vu pour défendre ce mec, en fait, c'était la beauté de sa copine. Bon ben voilà, hein, les jaloux. Les jaloux jalouses. Mais là, on va surtout voir que Juju emploie un mot qu'il ne comprend pas, il n'est pas du tout dans l'histoire. Et donc, plutôt que vous en prendre à moi, qui ne suis que le messager de la bêtise de votre gourou, prenez-en à votre gourou pour vous avoir raconté n'importe quoi. Hein, n'allez pas frapper le pauvre messager, moi qui suis si frêle, si veule, si faible. Non, sérieusement, je pose la question, quelle nation, incluant celle d'aujourd'hui et celle du passé, peut honnêtement se prévaloir d'une histoire aussi abondante, variée et grandiose que la nôtre, surtout en termes du nombre de héros? Là, il y a un petit souci, c'est que les faits sont les faits. Hein, d'accord, les faits sont les faits, et donc en fait, les faits ne sont ni bien ni mal. D'accord, il n'y a pas de fait qui soit grandiose, de fait qui soit mauvais, de fait qui soit médiocre. D'accord, les faits, c'est les faits, et l'histoire de France, c'est une succession de faits. Bon, d'ailleurs, il faudrait peut-être commencer par définir ce que c'est la France. Où est-ce qu'on fait commencer l'histoire de France? Parce que certains la font commencer avec Vercingétorix, en général, c'est plutôt du côté des républicains, tandis que les monarchistes, eux, vont la faire commencer avec Clovis, c'est-à-dire le moment où la France va devenir catholique, où il y aura un roi, etc. Mais les faits qui composent l'histoire ne sont ni grandioses ni rien du tout, d'accord? On peut soi-même les trouver grandioses, on peut soi-même trouver quelque chose de formidable, mais ça restera un jugement de valeur qui sera proprement personnel. Et donc là, dès le début de sa vidéo, en fait, on n'est plus dans l'histoire, on est dans une interprétation idéologique des faits. Lui, il a envie de voir une grande nation victorieuse. Pourquoi? On va le voir, mais c'est juste parce que ça sert son propos à lui. Par exemple, lui, il veut axer sur les héros. Hein, il va axer sur les héros. Pourquoi sur les héros? Pourquoi pas sur les philosophes? Pourquoi pas sur les savants? On pourrait parler de Lavoisier ou bien de Pascal. Mais non, lui, ce qu'il préfère, c'est parler de Clovis et parler du chevalier Bayard. Bon, voilà, on est d'accord que là, il y a déjà un prisme idéologique à choisir des héros guerriers, belliqueux, plutôt que de choisir des savants, ou des penseurs, ou bien des sportifs. Pourquoi Mbappé ne serait pas le héros de la France, monsieur? Mbappé, Kylian, Corinne Mbappé. Je reprécise à l'oral ce que j'ai écrit sur la vidéo pour ceux qui ne font que l'écouter, car ça me semble important. Le choix de parler d'individus, de faire de l'histoire de France une succession d'hommes forts, c'est déjà un choix politique, un choix de droite. Puisque tu vas faire passer quelques individus avant le peuple, faire comme si ce dernier n'existait pas. Rien qu'en ça, c'est critiquable. Par exemple, qui oserait me faire croire que la commune de Paris est moins importante dans l'histoire de France et de l'humanité, vu l'influence qu'elle a pu avoir sur les mouvements révolutionnaires du XXe siècle, qu'une anecdote sur le vase de Soissons, ou qu'une autre sur le chevalier Bayard qui prend part à une bataille que les Français ont perdue, malgré son courage. Rochdy ne met pas en valeur l'histoire de France, il met en valeur ce qui l'arrange lui. Et donc là, forcément, je suis taquin, mais j'ai une question. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la teneur en héros dans l'histoire d'un pays ou d'une nation? Hein, moi, j'aimerais bien savoir, hein, parce que lui, il a l'air persuadé que la France a les meilleurs héros. Est-ce qu'il y a une échelle du Rochdy? Vous savez, une échelle comme l'échelle de Richter, pour mesurer les tremblements de terre, une échelle du Rochdy. Et puis, les nations, plus elles ont de héros, plus elles sont hautes dans l'échelle de Rochdy. Et puis, vous le savez, c'est une échelle ouverte. La France est pour l'instant au sommet de l'échelle de Rochdy, mais peut-être qu'un jour, elle sera dépassée par une autre nation. Elle est fabuleuse, cette échelle. Non, c'est une échelle extrêmement sérieuse. On sent que Juju, il a travaillé pour produire cette échelle, sur plein de critères historiques, totalement objectifs. Hein, Juju est quelqu'un d'objectif. Bon, Julien, hein, t'es conscient qu'un héros, ça se fabrique, Julien? Hein, est-ce que tu en es conscient qu'un héros, ça se fabrique? Je vais te raconter une petite histoire, une petite anecdote. Tu aimes ça, les anecdotes, non? Lorsque j'étais au Kirghizistan, hein, voilà, un petit pays d'Asie centrale, ex-membres de l'URSS, et eux, pour créer une sorte d'union nationale qui fédérerait tout le pays après la chute de l'Union soviétique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils sont venus, ils ont ressorti un héros qui s'appelle Manas, et qui sert à former, en fait, l'identité kirghize. Parce qu'en fait, les Kirghizes ne sont pas du tout un peuple homogène. Dans les villes, ça va plutôt parler russe, d'accord? Ça va plutôt être une population russophone, blanche. Le kirghize, qui est une langue dérivée du turc, mais qui s'écrit avec un alphabet cyrillique, sans parler de l'influence des pays voisins, comme la Chine, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour former un seul pays, ils ont dû créer un roman national, et ils l'ont créé
autour du héros qui s'appelle Manas. Alors je ne connais pas l'histoire, je peux pas vous la raconter. Et c'est la même chose en Macédoine. Alors la Macédoine maintenant c'est la Macédoine du Nord, ça a changé de nom. Mais lorsque je suis allé en Macédoine, lorsque tu arrives, tout est Alexandre le Grand, d'accord? Alexandre le Grand est partout. D'ailleurs, ce qui posait pas un problème avec la Grèce, parce qu'en fait, la Grèce, elle voulait la parenté de Alexandre le Grand, et puis la Macédoine l'a revendiqué également, etc. Bref, c'est un beau bordel. Et pourquoi ils ont fait ça? Mais tout simplement pour se forger une identité. Un héros n'est pas neutre. Lorsqu'on forme et lorsqu'on crée un héros, on n'a pas un récit qui est la vérité, on a un récit qui est imagé, qui est fantasmé, on a un mythe qui sert à des fins politiques. C'est la création d'un réel roman national. Donc là, tu n'es déjà plus dans l'histoire, Juju. Alors je vais me permettre dans cette vidéo quelques accents cocardiers pour vous prouver mon point de vue, et après tout j'ai bien raison de me le permettre car il faut bien contrebalancer un peu l'éducation antinationale qui fait aujourd'hui tout pour relativiser et même souvent flétrir la grandeur de l'histoire de France. Éducation antinationale, ouh, mais ça encore une fois, ça sent la personne qui a travaillé son sujet. On va être très clair, ils sont où tes arguments, Julien, là? Où est-ce qu'ils sont tes arguments? Là, tu avances un truc, tu le jettes comme ça sur le tapis, hop, oui, l'éducation nationale, hein, c'est quand même de la merde, hein, ils aiment pas la France, hein, les profs, ils sont tous des gauchistes, et en plus, hein, tu sais ce qu'ils font, les professeurs, ils ont 2 mois de vacances en été, hein, franchement, hein. Et en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que le but de l'éducation nationale est de moins en moins, je dis pas que c'est plus le cas du tout, mais c'est de moins en moins le cas, n'est plus de faire apprendre un roman national aux gamins. Et c'est pas être anti-français, c'est pas être de faire de l'éducation antinationale. Le but de l'éducation nationale, notamment avec les élèves en histoire, c'est de leur donner les clés, c'est de leur permettre de comprendre, d'avoir des éclairages sur les enjeux et sur les différentes périodes historiques. Mais on va y revenir. J'ai en effet passé ma primaire dans une école de bonnes sœurs qui vous apprenait, je peux vous dire, à l'ancienne. Et du coup, en CM1, je crois bien que nous en connaissions déjà sans doute bien plus sur les rois de France, par exemple, qu'un doctorant à Sciences Po aujourd'hui. Eh ma bonne dame, c'est le beau vieux tos qu'on allait chez les bonnes sœurs, là, hein. On se faisait taper, c'était le beau vieux temps. Maintenant, regarde-moi, là, tout part à volo, là, hein. T'as mis la France, hein. C'est plus ce que c'était, hein. C'est plus ce que c'était, hein. Moi, je te le dis, depuis que l'Alsace, elle est française, mais c'est n'importe quoi, hein. N'importe quoi, je te le dis, hein. Sauf que mon gars, là, ton discours, c'est le problème, d'accord? On s'en fout totalement que tes bonnes sœurs, là, elles t'ont appris à la dure l'histoire de France, l'histoire des rois, etc. Mais c'est ton délire à toi, d'accord? Parce que t'as beau être tout fier qu'en CM1, mon Dieu, t'en savais plus sur les doctorants actuels à Sciences Po, mon Dieu, le niveau baisse. Hein, comme ça, on sent tout le discours réactionnaire, tout le discours un peu débile, comme ça, qui est fondé sur absolument rien. Parce que j'aimerais les preuves que toi, en CM1, t'en sais plus qu'un doctorant sur les rois de France. J'aimerais la preuve. Parce qu'en fait, ma question, elle est simple. Est-ce que toi, tu avais une compréhension des enjeux de la féodalité? Parce que si c'est pour faire le petit singe savant qui vient et qui nous dit « Oui, bon, voyez quand même, oui, alors, oui, le vase de Soissons, c'est quand même une anecdote, formidable anecdote du vase de Soissons, je vais vous la réciter, car je l'ai apprise par cœur. » En fait, tu n'as aucune compréhension historique. Qu'est-ce que t'as apporté dans la compréhension du règne de Clovis, l'anecdote du vase de Soissons? Je dis pas qu'il y a rien à y comprendre. Je demande qu'est-ce que toi tu as retenu, qu'est-ce que toi tu as compris. En fait, ce que tu es en train de nous raconter, effectivement, c'est tout l'inverse de ce qu'essaye de faire l'éducation nationale. Parce que oui, connaître tous les rois de France et toutes les petites anecdotes, ce n'est pas très important pour un gamin qui n'est pas étudiant en histoire spécialisé dans le Moyen-Âge. Voici ce que disent les programmes sur l'histoire, notamment sur le Moyen-Âge. Comme l'objectif du cycle 3 est de construire quelques premiers grands repères de l'histoire de France, l'étude de la monarchie capétienne se centre sur le pouvoir royal, ses permanences et sur la construction territoriale du royaume de France, y compris via les jeux d'alliance dont la mention permet de présenter aux élèves quelques figures féminines importantes, Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis. Les élèves découvrent ainsi les éléments essentiels de la société féodale et du patrimoine français et sont amenés à s'interroger sur les liens du royaume de France avec d'autres acteurs et d'autres espaces. On inscrit dans le déroulé de ce thème une présentation de la formation du premier empire colonial français porté par le pouvoir royal et dont le peuplement repose notamment sur les déplacements d'Africains réduits en esclavage. Les figures royales étudiées permettent de présenter aux élèves quelques traits majeurs de l'histoire politique, mais aussi des questions économiques et sociales, et celles liées aux violences telles que les croisades, les guerres de religion et le régicide. Donc en fait, si c'est ça l'éducation antinationale, moi j'en reprends tous les jours, d'accord? J'en reprends tous les jours. Parce qu'il faut bien comprendre que la compréhension de ce que c'était que la société féodale, c'est bien plus important pour un gamin que juste avoir une série d'anecdotes comme ça sur l'histoire de France. Il faut bien se rentrer dans le crâne qu'une anecdote ne sert à rien en tant que telle. C'est juste un petit truc pour briller en société. Et si toi tu dis oui, mais il faut l'anecdote, comme ça pour faire briller la France, pour que les enfants aiment la France, pour que les enfants s'aiment soi-même,
pourquoi pas? J'ai pas de souci avec ça, mais ne viens pas parler d'histoire. Soit c'est l'histoire, soit c'est l'anecdote. Parce qu'en fait, là, Julien, tu tombes dans le même délire, en fait, que les féministes qui veulent, que tu aimes beaucoup, les féministes, il me semble, hein, tu aimes beaucoup parler avec elles. Bon, les féministes qui veulent des modèles féminins. Tu sais, celles qui viennent et qui disent, oui, mais dans le cinéma, il nous faut plus de vie, parce que sinon, moi, je m'identifie pas, hein, dans Wonder Woman. Après, j'ai envie de casser des culs. Après avoir vu Wonder Woman, c'est un film sur l'empouvoirment féminin, Il faut que je sois fier d'être une fille. C'est un peu le même délire, d'accord? C'est qu'en fait, tu as le même discours qu'elle. Mais il faut bien t'en rendre compte, c'est pas grave, c'est pas mal, c'est juste que tu as le même discours qu'elle, un discours de victime, genre, oh mon Dieu, on nous fait passer pour les méchants, on n'est pas gentils, etc., il faut se remettre en valeur, etc. Si nous sommes nés dans un pays riche, c'est parce que nos grands-papis et mamies, pardonnez-moi l'expression, mais se sont crevés le cul pendant des siècles, que ce soit dans le travail, dans l'art et dans la guerre, pour tenter de survivre à toutes les invasions barbares et à la nature belliqueuse de l'être humain. Bon, là, j'ai rien à dire sur cet extrait de particulier, mais je l'ai quand même mis parce qu'en fait, pour moi, c'est le discours d'un débile de droite, d'accord? C'est un débile libéral, il raconte ce genre de conneries, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes est responsabilités individuelles, il n'y a pas de géopolitique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, hein, mon grand-père, il a travaillé dans les champs, hein, et après il a repoussé les banches, mon grand-père, hein, il a repoussé, hein, il n'était pas n'importe quoi, il a voulu sauver la France de la barbarie, c'est pour ça qu'on est un pays riche maintenant, hein. Et puis les Anglais, hein, encore avant, hein, on a renvoyé les Anglais chez eux, on les a boutés hors de France, hein, c'est pour ça qu'on est riche, hein. Même si en fait, dans son style un peu faux bourgeois comme ça, je devrais plutôt dire, oui, c'est parce que mon grand-père, voyez-vous, Archibald, a combattu dans l'armée, oui, pour défendre nos terres. C'est pour ça que nous sommes un pays riche. Moi, c'est à peu près le même discours. Sauf que là, en tenant ce discours-là, encore une fois, tu fais fi de ce qu'on appelle l'histoire. Tout simplement. C'est pas juste une question de volonté. C'est pas juste une question de personnalité, d'individualité. En fait, tu tiens un discours essentialiste qui est juste complètement con. Alors ça plaît sans doute à ton public parce que c'est ce qu'il veut entendre. Moi, je suis l'élu, ma race, c'est la race élue, je suis français. Mais c'est pas parce que tu l'assènes à des débiles que ça devient une vérité. Hein, on est d'accord, c'est pas parce que tu l'assènes que ça devient une vérité. Et en plus, après, tu pars dans un délire avec ton histoire de généalogie, mais mec, encore une fois, il va falloir avancer l'épreuve. La lignée, ma destinée. Bref, je voulais vous parler de l'histoire de France. Elle est trop stylée, cette histoire. Je sais qu'en employant le mot stylé, je me condamne à n'être sans doute pas considéré comme un intellectuel respectable, n'est-ce pas? Et que je devrais dire à la place, eh bien, fascinante, éblouissante, captivante. Mais je cède volontiers à ce barbarisme car... Tu me fais rire, comme si on avait besoin que tu utilises le mot stylé pour ne pas te prendre pour un intellectuel. T'as vu toutes les conneries que tu viens d'enchaîner, là? Non, t'es pas un intellectuel, t'es rien. T'es un type qui essaie de s'habiller comme un grand bourgeois parce que ça t'éclate. Mais t'es pas un intellectuel. Et en plus, tu t'amuses à utiliser le mot barbarisme alors que stylé n'est pas un barbarisme. En fait, c'est bien beau de vouloir se la péter à utiliser des mots un peu compliqués, genre oui, c'est un barbarisme, c'est un barbarisme. Un barbarisme, c'est une faute de langage. C'est-à-dire que la forme du mot que tu vas employer n'existe pas. Par exemple, un crocodile, ça n'existe pas. Voilà, c'est un barbarisme. Oh, mon Dieu. Les enfants sont des barbares. Mais stylé, c'est un mot qui existe, ça vient du latin. Enfin voilà, c'est un mot qui existe, c'est dans le dictionnaire, tu peux l'utiliser. Par contre, tu peux l'utiliser, hein, mais ça te donne un point Bruce Benramram. Vous connaissez pas Bruce Benramram? Mais si, quand même, Bruce Benramram. Mais si, quand même, un point Bruce Benramram. Mais si, quand même. Attends, un type qui est clairement vieux et qui essaye de parler un peu comme les jeunes pour s'attirer un public. Venez les collégiens, venez à moi, je parle de jeunes. D'ailleurs, en fait, vous avez plein de points communs avec Bruce Benramram, là. Vous avez écrit un livre, tous les deux, là. Et Pianizza aussi a écrit un livre, vous connaissez pas Pianizza? Oh, quand même. Oh bah, si on faisait un petit décompte pour savoir lequel est le mieux. Quand même, regarde sur ton livre, là, sur Nietzsche, hein, quand même, hein, regarde. Bruce, hein, il fait un peu mieux que toi, quand même, hein. Regarde, Bruce, il a pris une image de stock image, il a mis sa gueule dessus, et boum, ça se vend. Toi, ton livre, est-ce qu'il se vend? Ben non, il est même pas édité, c'est auto-édité. Regarde Bruce, hein, un point pour Bruce. Et pareil, Pianizza, là, il s'est amusé à faire un dessin. Enfin, il a demandé à quelqu'un de faire un dessin. C'est marqué, là. Mais il a pas compris. Fallait mettre la photo de Bruce sur la couverture. C'est comme ça qu'on vend des livres, mettre la photo de Bruce. D'ailleurs, je passe un appel, là. Si quelqu'un peut me faire un petit buste moche, vous savez, comme il fait, là, Missor, là. Vous faites un petit buste moche avec Bruce. Comme ça, je pourrais le mettre, là, dans ma forêt. Je serais ravi. Vous êtes pas au niveau de Bruce, là, hein? Pianizza, Juju, vous n'êtes pas au niveau de Bruce, hein. Bruce, il a 2 points, Juju, un seul, et Pianizza, 0. Hein, franchement, va falloir faire mieux, hein. Il ne faut pas que la présenter sous des dehors académiques, mais à travers la force des anecdotes, des héros qui valent bien, tous les films d'Hollywood. Présenter l'histoire avec des anecdotes. Oh putain. Alors, donc là, il avoue, en fait, il ne parle pas d'histoire, qu'il parle juste d'anecdotes. On est d'accord.
Et mais en fait, du coup, j'avais raison. Il copie Bruce Benramram. On a un nouveau point Bruce Benramram. Parce que Bruce Benramram, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, tu fais des vidéos sur la science, soi-disant, et en fait, c'est juste une série d'anecdotes. Il va t'expliquer que, oh, bah, tel grand scientifique, il a fait ça, et puis il va te raconter ça dans une histoire. Ce qui fait que t'as l'impression d'avoir appris un truc, mais en vrai, on te met l'équation devant les nez. Est-ce que tu sais la faire, l'équation? Bah non, tu sais pas. Évidemment que tu sais pas. Bruce non plus, d'ailleurs. Vous êtes vraiment les mêmes, hein. Toi et Bruce, à part que, bah, lui, il a eu l'intelligence, quand même, de mettre sa photo sur son livre. Juju, mets la photo de Bruce sur le livre. La photo! Toi aussi, là, ce que tu vas nous faire, c'est une série d'anecdotes du style « Ah ouais, le chevalier Bayard, il est trop badass, quoi, tu vois, il avait une belle chevelure. » Ah non, pardon, t'as pas utilisé le mot badass, il me semble. Ah, dommage, Bruce gagne un point, par contre, parce que lui utilise le mot badass pour qualifier des scientifiques russes. Je jure, je mens pas. Je jure, je ne mens pas. Un point pour Bruce. Clovis, qui accepte de rendre à un évêque un magnifique vase que son armée a volé, mais qui voit un soldat jaloux briser ce vase devant lui en signe de défi, qui ne dit rien sur le coup, mais qui attend plus d'1 an, et à la faveur d'une inspection des armes, prend sa Francisque et éclate la tête de ce soldat en lui disant « Rappelle-toi le vase de Soissons ». Donc là, ton histoire du vase de Soissons, ok, elle est bien jolie, elle est hyper connue. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'elle t'apporte, qu'est-ce qu'elle te donne comme compréhension du monde, comme compréhension de l'époque? Parce qu'en fait, il y a des leçons à tirer, notamment au niveau du partage du butin chez les Francs. Mais ce que toi, tu ne comprends pas, en fait, c'est que cette histoire a été écrite par Grégoire de Tours, 1 siècle quasiment après les faits. Est-ce qu'à ton avis, quelqu'un qui raconte l'histoire 1 siècle après, il va te la raconter de la même manière qu'elle s'est produite? Alors je t'aide, non, d'accord, non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et en fait, à l'époque où ça a été écrit, l'histoire du vase de Soissons, ça servait déjà, en fait, le roman national. Donc il faut prendre un peu de recul, parce que c'est ça, faire de l'histoire, c'est pas juste gober tout ce que t'as envie de gober parce que tu dis « Oh, ça fait bien dans mon roman national ». D'accord? On est d'accord, Juju, tu ne fais pas de l'histoire. Hein, on redit, tu ne fais pas de l'histoire, répète. Et Jeanne d'Arc, sérieusement, quelle nation peut se prévaloir d'une Jeanne d'Arc? Jeune femme sortie de nulle part qui en plein Moyen-Âge conquiert le cœur des Français et mène les armées du roi pour aller le faire couronner. Et qui à la bataille de Patay, avec 200 chevaliers seulement, triomphe merveilleusement de 5000 perfides anglais, hein, franchement. La quoi, la bataille de Patay? De Patay? Non mais je suis alsacien, moi, 100% germain, hein. Pure race, hein. Et tu vas pas me faire prononcer correctement les mots français, là, hein. Vous êtes des colons, hein. Vous avez envahi l'Alsace, terre allemande par excellence, hein. Côte Tommy, hein. Ouais, donc il veut nous parler de la bataille de Patay. Sauf que la bataille de Patay, mais en fait, Jeanne d'Arc, elle a fait plein de batailles, d'accord, mais ça aurait été bien de prendre une bataille où elle a vraiment fait quelque chose dans la bataille. Tu vois, genre, voilà, c'est pareil. Là, il veut faire passer son roman national, et ben en fait, voilà, il suffit d'aller sur Wikipédia pour voir qu'elle n'a pas participé au gros de la baston. C'est pas elle. Enfin, c'est con, quoi. Enfin, je veux dire, c'est con, c'est-à-dire que moi, ça me prend 30 secondes d'aller vérifier sur Wikipédia ce qui s'est vraiment passé, mais lui, il est à tout fier en train de raconter son histoire, son anecdote, en train de te dire, oh, tu vois, même en France, même les femmes, tu vois, genre, sous-entendu, oh, les femmes, c'est un peu de la merde, tu vois. Ouais, même les femmes, tu vois, tu vois, il faut les considérer parce qu'elles peuvent être violentes et tout. Mec, mais t'es un con, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, on est d'accord, enfin, je veux dire, détends-toi, pète un coup. J'appelle le CNC, allô le CNC, quand est-ce que l'on aura des films sur le Chevalier Bayard? Ah, tu veux un film sur le Chevalier Bayard? Alors, il y en a un réalisé par Gérard Jugnot, je l'ai pas vu, mais ça a pas l'air d'être très bien. Hein, voilà, je te mets ça là, voilà. Comme quoi ça existe, voilà, tout existe. Et puis, ça sert à rien, en fait, de demander au CNC de faire des films. Parce qu'en fait, c'est pas le CNC qui fait les films, le CNC accorde juste parfois des aides au financement des films. C'est tout. C'est pas le CNC qui décide quel film se fait ou se fait pas. Enfin, je te précise juste pour que tu saches, comme ça tu auras l'air moins bête. On est là dans un rapport, tu vois, voilà, je t'apprends des trucs. Ou de Surcouf, tiens, qui lorsqu'il se fait capturer par les Anglais, c'est apocryphe, mais bon, je veux y croire, eh bien, les Anglais osent lui dire, vous, les Français, vous ne vous battez que pour l'argent, alors que nous, les Anglais, nous nous battons pour l'honneur, et Surcouf de leur répondre, oui, bien sûr, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Ouais, Surcouf, donc, il sait que c'est apocryphe, mais il veut quand même y croire. Le mec, il voulait vraiment parler à un moment donné d'histoire de France. C'est vraiment ça qu'il voulait faire, parler d'histoire de France, en même temps nous raconter des citations apocryphes de Surcouf. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Faut arrêter 30 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, là, le mec, en fait, il dévalorise son propre propos. Si tu en es à venir citer une anecdote, mais totalement, mais banale, dont on s'en fout, mais totalement, ok, la phrase, elle est belle, la phrase est pas mal, franchement, j'aime beaucoup. Mais venir citer ça comme un haut fait de l'histoire de France, alors que c'est sans doute jamais arrivé, mais c'est quand même un peu une honte, d'accord? C'est quand même un peu une honte. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans l'histoire de France, il y a tellement rien que tu es obligé de ressortir ce petit truc pourri. C'est pas vrai, on sait tous, dans l'histoire de France, il y a des événements beaucoup plus intéressants, beaucoup plus marquants. Et en fait, c'est juste pathétique de croire rendre service à ta cause comme ça en parlant de Surcouf. Vraiment, est-ce que tu t'en rends compte, ça, Juju? Est-ce que tu t'en rends compte? T'es là, t'es extasié sur une phrase qu'un mec n'a probablement pas dite.
stop. Et bon, je n'évoquerai même pas Napoléon et l'Empire, car là, là, nous quittons le domaine de l'histoire pour rejoindre celui du mythe. Il y a tellement de grandeur et de trucs ultra stylés dans l'Empire français de Napoléon que 300 vidéos n'en suffiraient pas. Ah, Napoléon, c'est un mythe. Parce qu'avant, c'était pas des mythes. Hein, quand tu parles de Surcouf et de son truc, c'était pas un mythe. Lorsque tu parles de Patay et de la bataille de Patay avec Jeanne d'Arc, c'était pas des mythes. Quand tu parles, tout ça, c'est vers Saint-Gétorix, non, c'était pas des mythes. En fait, t'as aucune idée de ce que c'est que l'histoire, en fait, on va être très clair. Tout ce que t'as raconté, là, c'était des mythes qui servaient à un roman national. C'est pas grave. Mais il faut l'assumer, il faut dire c'est un roman national, il faut pas dire aux gens c'est la vérité. D'accord? Tout ce que t'as fait depuis le début, c'est déblatérer des conneries sur un éventuel roman national. Ici, c'est pas Bakel City Gang, hein. Ici, c'est pas 9-2, 9-3, 3+3, je sais pas, hein. Ici, c'est la Marne, c'est le chemin des Dames, c'est Verdun. C'est autre chose, là, quand même, hein. Mec, t'es dans un appartement qui essaie de mimer un style un peu bourgeois, avec des apparats de bourgeois, des apparats qui en plus ne trompent personne, mec. Je pense que tu es extrêmement mal placé pour faire la leçon à qui que ce soit sur hein, regarde, c'était comme ça ici à l'époque, hein, c'était vraiment la qualité, hein, regarde, là c'était dur, hein, nous on en a bavé, hein, là vous avez la belle vie maintenant. Même les Anglais se débrouillent pour faire régulièrement des films à leur gloire, quitte même d'ailleurs à déformer l'histoire, la réalité, comme dans le film King. Le roi, The King, un film anglais, oh, c'est bien beau, mais encore une fois les gens, si vous voulez parler de cinéma, moi je veux bien, y a pas de souci, d'accord, mais si vous voulez parler de cinéma, renseignez-vous 30 secondes. Hein, ton film là, Le Roi, The King, hein, il a été réalisé par un Australien, hein, David Michaud, ou je sais pas comment ça se prononce. On va pas faire semblant que j'ai envie de chercher comment ça se prononce. Qui avait des producteurs américains, avec une société de production américaine. Alors oui, le Royaume-Uni il a dû mettre un peu de fric, parce que quand on va sur IMDb, on voit qu'il y a marqué Royaume-Uni, hein, avec les États-Unis, avec l'Australie, etc. Oui, donc si c'est ça ce que tu veux, c'est des films qui sont anglais, mais en fait qui sont pas vraiment anglais, en fait c'est juste une coproduction internationale, où en fait il y a aucun point de vue anglais, vu que l'artiste, David Michaud, qui est à l'origine du film, est juste un Australien. En fait c'est complètement de la merde ce que tu veux, d'accord? On est d'accord que c'est complètement de la merde, parce qu'en fait je vais t'expliquer un truc très simple. Les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent et qu'ils prennent les histoires des autres pays, et ils remodèlent cette histoire à leur sauce, pour en faire un produit formaté qui donne une vision américaine du monde, qui montre qu'en fait le modèle américain de la société actuelle est en fait valable partout et a toujours existé dans tous les peuples. C'est du soft power. J'en avais déjà parlé lorsque j'ai parlé de Disney. Disney, il te reprend Mulan, il te reprend Hercule, il te reprend Vanilla, je sais pas quoi là, Moana. D'accord? C'est-à-dire qu'il va adapter des contes d'Andersen, il va t'adapter des contes chinois, il va t'adapter des légendes polynésiennes, pour en fait te faire une histoire finalement totalement calibrée, inintéressante, avec rien à dire dedans. Et ces films-là vont s'exporter et véhiculer une image américaine de la société. Et j'en avais déjà parlé également lorsque j'ai parlé d'Éloge de l'amour de Godard. Godard, il t'explique même que les Américains n'ont pas d'histoire et que c'est pour ça qu'ils volent les histoires des autres et qu'ils en font absolument n'importe quoi. Ils rajoutent du cul, ils rajoutent des trucs, ils modifient totalement les faits pour que ça serve leur histoire à eux. Et donc en fait finalement défendre le film The King, c'est défendre une société en fait où l'Amérique a tous les droits, où l'Amérique fait ce qu'elle veut des histoires des autres. Et puis surtout c'est marrant que tu te dises ouais quand même ils ont modifié l'histoire, bon c'est pas très la réalité. Mais les histoires que tu viens de raconter mon gars, tu crois que c'était la réalité? Tu crois que c'est comme ça que ça s'est passé? Mec, tais-toi. Avant de conclure, je tiens à dire que j'ai bien compris ce qu'il veut. Il veut un roman national. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que un roman national, c'est pas la vraie histoire. Ce ne sont pas les faits tels qu'ils se sont réellement produits. Et je trouve ça normal que l'école se fasse moins le relais du roman national que par exemple sous la Troisième République. Mais comme je le disais, je trouve ça intéressant que ça ne soit plus le rôle principal de l'école que de transmettre ce roman national-là, tout simplement parce qu'en fait, le but là maintenant est de donner aux élèves une compréhension du coup de la société, de compréhension de l'histoire. Et en donnant aux élèves cette compréhension de l'histoire, en fait, on accomplit comme ça le projet des Lumières. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo-là. Le projet des Lumières, c'est d'après Kant, en fait, le fait de placer les gens dans un état de majorité. Et c'est peut-être l'un des rares moments où je suis vraiment d'accord avec Kant, c'est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de faire des gens qui soient éclairés, des gens qui aient accès au savoir, des gens qui soient capables de réfléchir. Si on te fait juste répéter « un chevalier Bayard quand même, hein, c'était la France, hein, Claude Tommy, ça c'était la France hein », ben finalement, ton gamin, il reste débile. C'est du même niveau qu'un mec qui va devenir imam à Molenbeek et qui va répéter les mythes et légendes de sa religion. C'est la même chose, c'est du même niveau, c'est-à-dire il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'intelligence. Et finalement, vouloir créer un roman national, ben moi je suis pas contre, d'accord, mais qu'on dise que c'est un roman national, qu'on fasse pas croire aux gens que c'est la réalité. On peut raconter des histoires à nos enfants pour les endormir le soir, mais c'est pas le but de l'école de leur mettre n'importe quoi dans la tête non plus. Parce qu'il faut bien comprendre que ton roman national à toi, il te plaît à toi.
D'accord? Mais si tu as demandé à quelqu'un d'autre, il va avoir un autre roman national. C'est la différence qu'on expliquait au début entre les monarchistes qui voulaient placer la France après Clovis et le baptême, et les républicains qui mettaient déjà Vercingétorix dans l'histoire de France. Et puis il y a des romans nationaux complètement tarés, il y a les panafricains là qui maintenant tout le monde est noir pour eux. Et les méchants blancs, ils ont tout masqué par racisme. C'est également un roman national. Ou tout comme les féministes, tu sais, tes grandes amies, elles s'amusent parfois à faire ressurgir de l'histoire des figures féminines pour dire regardez cette grande femme qu'on a oubliée, etc., celle qu'il faut mettre en avant, quitte à parfois raconter des choses fausses dessus, quitte parfois à spéculer, quitte parfois à se laisser emporter, quitte à raconter des choses fausses, mais c'est la même chose, c'est un roman national. Et ça a le même but, montrer aux petites filles, mettre en valeur les petites filles, les rendre fières d'être elles-mêmes, et toi ton but c'est de rendre les Français fiers d'eux-mêmes. Le but est le même. Pourquoi est-ce qu'on appliquerait ton roman national à toi et pas le roman national des féministes? Ou pas le roman national des panafricains? Moi je rêve d'un Beethoven noir. Ah, je rêve, c'est mon rêve. Et Cléopâtre noir aussi, tout le monde est noir. Louis XIV, c'était un mort. Et ensuite se pose la question du pourquoi du roman national. Quel est le message que fait véhiculer ton roman national à toi? Qu'est-ce qu'il fait véhiculer? Je vais te dire, c'est du nationalisme. C'est montrer que la France elle est grande, que la France elle est vertueuse. Très bien. Mais n'oublie pas ce que disait Nietzsche. Les emprunts faits par Wagner aux vieilles légendes et aux lieds où le préjugé savant a cru voir quelque chose de germanique par excellence, aujourd'hui nous en rions. La résurrection de ces monstres scandinaves avec une soif de sensualité en extase et de spiritualisation, toute cette manière de prendre et de donner, propre à Wagner, pour ce qui en est des sujets, des personnages, des passions et des nerfs, tout cela exprime clairement l'esprit de sa musique, en admettant que cette musique elle-même, comme d'ailleurs toute la musique en parlant d'elle, ne laisse pas planer d'équivoque, car la musique est femme. Il ne nous faut pas se laisser égarer sur cet état de choses par le fait que nous vivons actuellement dans la réaction, au sein même de la réaction. L'époque des guerres nationales, du martyre ultramondain, tout ce caractère d'entracte particulier à la situation actuelle de l'Europe peut, en effet, procurer une gloire soudaine à un art comme celui de Wagner, sans lui garantir pour cela un avenir. Les Allemands eux-mêmes n'ont point d'avenir. Qu'est-ce qu'il nous dit là, le petit Friedrich Nietzsche? C'est très simple. En fait, il nous dit que Wagner, il reprend des thèmes mythologiques, et que, étant donné les circonstances de l'époque, ça plaît, mais c'est pas parce que ça plaît que ça va assurer un avenir à ton peuple ou à ta nation. Et nous, on fait rien. Nous, on fait des films sur les migrants et des comédies avec Omar Sy. On ne fait rien? Alors, en fait, le truc, c'est que ta culture est bien trop lacunaire, comme on l'a vu. Enfin, t'es un peu bête, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce que t'en sais qu'on n'en fait rien? D'accord? Moi, je pourrais vous donner des films qui sont bons, des films qui sont moins bons, des films qui sont complètement à chier, d'accord? Qui parlent de l'histoire de France, qui prennent place dans l'histoire de France, qui racontent soit une grande histoire, soit une petite histoire. Il y en a plein. Parce que si c'est pour me retrouver avec des gens qui pensent que The King de David Michaud, c'est le modèle à suivre pour le cinéma français, je suis désolé, mais ton avis, on va s'en passer. Les films, ils existent. Il y en a des beaux, il y en a des biens, il y en a des pourris. Et des démarches pour valoriser une sorte de roman national, il y en a plein. Tu connais le Puy du Fou, je pense. Par exemple ça, est-ce que c'est pas un roman national exacerbé? Et il faut bien comprendre aussi que les gauchistes, là, toi tu te poses en position de victime, genre « Oh mon Dieu, on me dit de détester ma France, on me dit de me détester ». Mais les gauchistes, eux, ils sont persuadés que c'est une extrême droite qui est au pouvoir, parce que, oh mon Dieu, Macron, il a autorisé Philippe de Villiers à rouvrir son parc, après le Covid, après le confinement. Arrête de te lamenter, tu vois, ça existe. Et puis il y a des gens comme Laurent Deutsch qui font des bouquins qui sont à chaque fois épinglés par des historiens, parce qu'en fait, ils racontent des trucs qui sont pas forcément vrais. On peut parler des émissions de Stéphane Bern. Stéphane Bern, qui pareil, a été choisi par Macron. Donc non, des choses on en fait. Des choses de qualité, variables. Maintenant, ferme les yeux pour pas voir mes conseils parce que j'ai pas envie de donner de la confiture au cochon.